Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis passionnée de psychogénéalogie et je vous fais des petites capsules sur différents thèmes comme le couple, les problèmes d'argent, les problèmes liés au choix de métier, lorsque ça ne vous correspond pas, puisque évidemment, en tant que thérapeute, eh bien, les gens qui viennent me voir, en règle générale, ont un souci. Donc, je ne vous parle pas des personnes pour qui la vie est rose et belle et correspond parfaitement à leurs attentes. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie? Si vous me découvrez, vous découvrez cette chaîne, Psychogénéalogie et estime de soi, eh bien, c'est tout simple, c'est une analyse brève, contrairement à la psychanalyse qui peut durer des années et des années. Et simplement, on part non pas de votre enfance et on s'arrête juste à vos parents, mais on part du principe que réellement, il y a des redites tout au long de votre arbre généalogique, à savoir que les traumatismes qui ont été vécus euh, par vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vont se répéter s'ils n'ont pas eu de chance, s'ils n'ont pas été verbalisés, s'ils n'ont pas été conscientisés, si on a étouffé tout cela. Et en fait, si on n'a pas pu en donner une version guérissante, apaisante. Voilà. Et donc, on se refile la patate chaude de génération en génération et il y a des redites, des bégaiements, alors évidemment très adaptés par rapport à chaque époque. Voilà, donc voilà ce que c'est que la psychogénéalogie. Et vous avez sur ma chaîne évidemment deux vidéos pour vous expliquer, l'une courte, l'autre brève, pour vous expliquer plus en détail. C'est absolument passionnant. On peut se prendre pour une sorte de Sherlock Holmes. C'est hyper facile grâce à l'ordinateur aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, c'est génial. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les problèmes de couple sous un angle particulier. Nous nous intéressons toujours aux loyautés familiales, c'est-à-dire en quoi je refuse de trahir les habitudes qui ont été prises plus haut. Donc, je le fais inconsciemment, évidemment, mais je vais revivre ce que mes grands-parents, par exemple, ont eu comme tragédie ou comme mauvaises habitudes. Donc, ces loyautés familiales, là, nous allons voir l'angle des soignants soignés ou des victimes sauveurs. C'est un type de couple qui fonctionne beaucoup sur de la dépendance et qui est extrêmement, extrêmement courant. Voilà. Donc, je vous invite également à voir les autres. Il y en a une sur les infidélités, il y en a d'autres sur les familles abandonnées, les couples où la femme a très très peu d'estime d'elle-même et où elle est intégralement au service de son foyer. Et là, évidemment, c'est surtout quelque chose qui s'est vu précédemment, mais qui a encore des conséquences très lourdes aujourd'hui. Voilà, enfin, vous avez différents thèmes. Vous avez aussi le thème du prince ou de la princesse charmante, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les flammes jumelles. Voilà, des problèmes d'infertilité qu'on rencontre de manière très très nombreuse aujourd'hui et qui trouvent leur source bien souvent dans la génération et dans les générations passées. Voilà. Eh bien, les partenaires sauveurs, sauvés. Et vous verrez que souvent aussi, il y a un petit côté bourreau qui se promène jamais loin. Nous avons une grande catégorie de couples, les soignants soignés.
ou les victimes alliées aux sauveurs. Alors, ça peut être sauveur, sauveuse, hein, bien sûr. On peut donc très souvent avoir des redites sur ce sujet-là. À l'origine, par exemple, ça peut être un homme revenu de la guerre extrêmement blessé. Et donc, leurs petites filles, par exemple, ont voulu les aider parce que c'était papa, parce que on l'avait attendu tant d'années, parce que une petite fille veut toujours réparer. Ça pourrait être aussi l'enfant qui a vu sa mère dépressive à la suite, je ne sais pas moi, de la mort d'un autre enfant. Et ce petit garçon souhaite à tout prix mettre un peu de joie de vivre, réparer avec ses pouvoirs magiques d'enfant. Et évidemment, ça ne marche pas toujours. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, tout simplement, eh bien, des cas de tuberculose dans la famille. Et on s'efforce donc de guérir, de soulager le parent qu'on voit s'étioler et s'éteindre. Il y a quantité de cas de figure que vous pouvez imaginer et donc où on considère que le parent est fragile, le parent est faible et il faut le soutenir. Et ma foi, l'image que vous pouvez avoir, ça va être peut-être un autre parent qui va avoir ce rôle de soutien, de soignant. Et en faisant cela, évidemment, ce parent s'oublie lui-même, mais il y trouve aussi une gratification, un sens à sa vie, toutes sortes de choses qui sont le propre de l'altruisme. Il n'y aurait pas autant de thérapeutes sinon. C'est très gratifiant en soi d'aider les autres. Donc en fait, d'une génération à l'autre, on va avoir ce sens de il faut sauver, il faut guérir, il faut protéger le partenaire, puisqu'on reproduit toujours un peu ce qu'on a vu quand on était enfant. Et je rappelle que même si vous n'avez pas connu les grands-parents avec leur histoire tragique, etc., les choses filtrent toujours dans le transgénérationnel, hein. Vous avez l'épigénétique qui s'inscrit sur l'expression plus corporelle, on va dire. Vous avez donc tout ce qui va être non-verbal et qui compose, disons, 80% de notre expression. Et évidemment, toutes ces choses passent dans l'inconscient familial, même donc si vous n'avez pas rencontré les individus à qui c'est arrivé. Et puis vous avez le récit familial, hein, vous avez la légende, vous avez tout ce qu'on dit, tout ce que vos parents peuvent dire ou ne pas dire sur leurs propres parents, hein, ou leurs grands-parents. Donc inutile de les avoir connus, le message passe, hein, mais encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos sur qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie. Voilà, alors, donc, on cherche un partenaire qui va être bancal, malade, etc., etc., et qui, du moins, nous le supposons, guérira, repartira sur ses deux pieds, ou restera avec nous, ce sera encore mieux, pour une vie de bonheur comblée. Voilà, et par exemple, on a des personnes
des hommes qui vont tomber fous amoureux d'une petite chose fragile, et alors que tout va bien dans leur vie, tout va bien dans leur vie à eux, eh bien, ils vont se plier en 14-18, comme j'aime bien le dire, se soucier d'une personne qui, de toute façon, peut-être restera victimaire, parce qu'elle en tire de nombreux avantages, et qu'elle n'a aucunement l'intention de changer. Ces personnes qui vont se charger des problèmes d'une autre, parce que, par exemple, bah, dans l'enfance, ils n'ont pas réussi à réparer ou à guérir ou à soulager leur mère. Ça peut être un cas de figure intéressant. Euh, dans ces couples soignants-soignés ou victimes-sauveurs, nous avons aussi des enfants qui, pour attirer l'attention de leurs parents, n'allaient jamais tout à fait bien. Ils développaient des maladies, parce que c'était par exemple le seul moyen pour eux d'attirer l'attention d'un père, d'une mère qui était toujours trop occupée de par son travail ou de par, imaginez un enfant qu'on jette à l'école le matin, etc. Et les parents qui rentrent tard le soir, enfin bon, si le seul moyen de ralentir cette routine, le seul moyen d'attirer l'attention, parce qu'en tant qu'enfant, on a tellement besoin d'attention. Je vous rassure, en tant qu'adulte aussi, mais en tant qu'enfant, c'est peut-être encore plus une question de survie, hein. Eh bien, si le seul moyen pour cet enfant d'avoir un peu plus de père ou de mère à ses côtés, c'est de tomber malade, eh bien, il va se rendre compte très très vite que quand il a, je sais pas moi, mal au ventre, eh bien, il ne va pas à l'école et peut-être que même maman ne va pas non plus au travail. Et voilà, donc c'est un petit peu aussi ce qu'on peut avoir. Vous avez aussi les mots d'ordre, ne sois pas en bonne santé, hein, voilà. Comme ça, maman va pouvoir aussi s'occuper de toi et, comme je disais, avoir un sens à sa vie, et que m'occuper de quelqu'un de malade, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour transmettre mon amour, montrer mon amour, etc., etc. Voilà. Et donc, comme je le dis très très souvent, en haut, on trouve des, des familles où sur plusieurs générations, d'abord vous allez avoir un tuberculeux, ensuite vous allez avoir un père tuberculeux par exemple, ensuite vous allez avoir sa fille aînée qui, elle, ne va se marier qu'avec des hommes qui vont être malades ou dépressifs ou suicidaires, ou enfin voilà. Et on les débusque très bien, notre inconscient les débusque très bien, je vous rassure tout de suite, on les trouve. Voilà. Ça, c'est pour les couples victimes-sauveurs. Et évidemment, il y a une relation de dépendance qui peut être très 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 forte et qui est assez courante. Euh, Ensuite, c'est ce qu'on appelle aussi le triangle de Karpman, c'est-à-dire qu'on passe du stade de la victime au stade du bourreau, au stade du sauveur. Et par exemple, si cette personne qui est en situation de victime, de malade, etc., à un moment, elle s'aperçoit que son compagnon n'est plus aussi disponible, par exemple, parce qu'il y a l'arrivée des enfants, qu'il ne peut pas materner, enfin, ou paterner, et la femme adulte et les enfants. Et donc, les enfants doivent capter une grande partie de son attention, surtout si la mère n'est pas disponible. Eh bien, à ce moment-là, on se retrouve avec
une femme qui va être extrêmement, presque jalouse, hein, de l'intérêt qu'on porte à ses enfants. On va avoir aussi, pourquoi pas, une femme qui va devenir donc bourreau, c'est-à-dire que de victime, elle passe à bourreau et elle en vient à agresser un petit peu tout le monde de par ses frustrations, de par ses manques, de par cette place qu'elle n'a plus. Et donc, c'est l'ancien sauveur qui, à son tour, devient victime. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est un triangle qui tourne. Voilà. Et donc, en fait, quand il sera victime, elle pourra devenir sauveur. Et à ce moment-là, ils pourront rétablir leur position petit à petit. Enfin, voilà. Mais on a comme ça des situations qui peuvent durer longtemps et qui peuvent aller parfois fort loin. Voilà ce que je voulais vous dire sur le couple soignant-soigné. J'espère que vous aurez apprécié cette capsule et que vous aurez envie d'en découvrir d'autres. Je vous propose aussi, pourquoi pas, de me rencontrer virtuellement, mais individuellement, puisque je travaille les analyses transgénérationnelles. C'est l'autre mot savant pour psychogénéalogie. Je travaille la psychogénéalogie à distance. Voilà. Donc, un simple téléphone suffit. C'est un travail où vous êtes extrêmement actif et vous choisissez les séances, leur espacement et en réalité, c'est véritablement très ludique et très stimulant et c'est véritablement une thérapie brève. Voilà. On finit toujours par des actes symboliques qui parlent à l'inconscient et qui permettent d'apaiser un petit peu tout cela. Et ça vous permet d'être vous-même. Ça vous permet de faire vos propres choix en conscience, de manière tout à fait libérée. J'espère que vous aurez envie d'en savoir plus sur mon site, sur ma page Facebook, Être heureux d'être soi. Mon site porte le même nom, êtreheureudêtre-soi.com. Et également, vous avez un travail qui se fait, lui, en collectif, avec des e-books, avec des lives sur les croyances limitantes, donc qui touchent là encore aux loyautés familiales, et qui vraiment sont des freins épouvantables. Donc là, c'est un travail qui se fait de manière plus collective et c'est une petite formation à partir de septembre 2022. Vous avez le lien en dessous dans la description. Et il est vraiment très abordable. Et puis il y a des coachings en plus individuels si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie et je l'espère à très bientôt.